On était quelques copains là, et tout d'un coup il y en a qui disent bon, je sais pas, aux sportifs, ils étaient un peu sportifs, tu sais, dans les petites équipes. On leur dit si on montait un peu, ça débutant. Ouais. Et donc on leur a demandé, on s'est réunis là, un peu là, on a discuté, et on a cherché autour d'Agen, un village qui pouvait nous recevoir. Il n'avait pas d'équipe. Et on a trouvé donc Fouleiron, on appelait le club le Caoulet, parce que c'est un lieu-dit de Fouleiron. Là où se trouve le restaurant, et où il y a eu après le terrain de rugby. Et donc, au départ, on était 7 ou 8. Il y avait Tinelski, Chardia, je crois, qui était là, Rai. Il n'y avait que Yon. Ce jour-là, il n'y avait que Yon, parce que son frère était à Fumel. Il y avait Letcheri, Tinelski, mais qui était journaliste à l'équipe après. Bon, on était 7 ou 8 ou 10. Et bien, le début on montait le club. Et donc, ça s'est passé en 73 ou 14. Comment on va gérer ça? Parce que c'était compliqué. Alors, tout le monde dit, mais écoute, on va mettre un capitaine, un président fictif, et un trésorier, et un secrétaire, etc. Et on s'est arrangé pour... Au départ, on a dit, oui, mais on n'a pas d'argent. On a pleuré un peu à la mairie, ils nous ont donné une petite avance. Et ensuite, on faisait tout, on payait les maillots, on payait... Pour moi, c'était 5 euros. Allez, alors, c'était pas des euros, on était inscrit dans le championnat du Père. Et on a fini. Moi, j'ai arrêté après en 76 par là. On a fait une finale du championnat de France, de série inférieure. Une finale contre une équipe Saint-Lô, je crois que c'était, de la Manche. D'accord. Donc voilà, on est arrivé quand même en finale, on n'a pas gagné le titre. Il y avait du potentiel autour d'Agen. On avait beaucoup de copains qui jouaient sportifs, tout ça, donc on arrivait à les attirer. Après, bon, je me suis retiré parce que bon, j'ai eu quelques trucs là à l'époque. J'ai perdu ma mère, etc. Donc j'avais un peu laissé tomber. Il s'est remonté des équipes après, c'est reparti. Et ça s'est arrêté il y a une dizaine d'années. Après, il passait toujours au côté de la poste. Le soir, alors donc on servi. Oui, et puis bon, je suis arrivé à Gênes, j'avais 15 ans. J'en ai 67, moi je suis un vieil. Sinon, j'étais de Tarn-et-Garonne, j'étais de Saint-Nicolas-la-Grave. Eh bien, écoute, malheureusement, c'est un match où j'étais pas là. Quand ils ont levé le point pour le garde-temps, moi je me suis pris un petit. D'accord. Et j'étais pas. Et bon, je l'ai appris à la radio, sur France Inter, une équipe a levé le point. J'avais fait des titres. C'est moi qui avais reçu les coups de fil, parce que moi je travaillais là le soir. Et donc, le matin, bébé, qu'est-ce que vous avez encore branché? Comme le rugby, c'est pas très politique. Les mecs, ils n'avaient rien à carrer. Ils ne savaient pas de qui on parlait. Déjà, peut-être que dans l'équipe, il n'y avait pas grand monde qui savait qui était Pigantiche, peut-être dans la nôtre. Alors, on a fait une liste pour la mairie d'Angers. Comme ça devait être en 75, un truc comme ça. Et on avait lancé une... Parce que bon, on a mis du temps à avoir un terrain. Oh, on s'entraînait sur le gravier pour faire la publicité, parce qu'on avait des terrains autour d'Angers. Un jour, on leur a dit, on s'entraîne sur le gravier. Alors on allait au gravier, on s'arrivait. Alors on leur a dit, puisque c'est ça, on montait une liste d'opposition. C'était sympa, quoi. Tout le monde savait qui était le Caoulet. C'était devenu... Tu sais d'où ça vient, le Caoulet?
c'est un petit chou. Et le petit chou, alors comme tout le monde, tu sais, un fanion, nous on file un petit chou aux équipes entières. On lui a filé un fanion. Après moi je m'occupais de la trésorerie, je me travaille parce qu'il fallait faire les sous. Après on avait beaucoup de gens qui nous aidaient. Alors, il y avait Brunet d'abord, ensuite il y a eu Castelvera. Oui. Et ensuite, il y a eu un autre maire après, ah oui, Drapé. Oh, mais c'était une belle aventure. Après, c'est dur à manier parce qu'il faut du monde, il faut 2 équipes, il faut... Ça représente quand même beaucoup d'investissements. Oui, bon, je m'appelle Alain Chardia, 70 ans, retraité, et je suis un des membres fondateurs du Caoulet en 1974, voilà. Même si j'ai pas trop participé au départ, parce que comme j'étais à l'armée à cette époque-là, j'ai pas pu aider trop les copains à monter le truc. Mais enfin, je les aidais, et puis voilà. Et c'était parti, cette histoire-là, après une nuit de bringue, comme on était entre Garay et tout ça, Rico, on était 4 ou 5 à s'être fait virer du SUA, et qu'on avait envie de jouer au rugby encore, on a dit il faudrait qu'on monte un club. Et comme on avait fait un peu tous de l'athlétisme au Caoulet, et on connaissait bien le maire de l'époque, qui était président de l'athlétisme aussi, qui s'appelait Monsieur Brunet, eh bien, en fin de bringue, un samedi matin, là, on est allé le voir, et il nous a dit, on lui a dit qu'on voulait monter un club au Caoulet de rugby, et il nous a dit, je vous aide à 100%, et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, l'histoire. Voilà. Et il nous a vraiment beaucoup aidé, le maire du Caoulet à l'époque, là, Brunet, parce que, comme nous, on était un peu quand même, on était quand même un peu des énergumènes, il nous a bien aidé, il nous a facilité les choses pour monter ce club. Puis voilà. Et c'est parti comme ça. Et sans terrain, sans rien, on allait s'entraîner, je me rappelle, au début, au terrain de sport de la Candélie. Et puis bon, on a fait, je ne me rappelle plus, mais 2 ou 3 saisons sans terrain. On jouait tout, on faisait les 2 matchs à l'extérieur. Ou quand c'était des équipes de trop loin, on avait des ententes avec Codecoste, les Irak, qui nous prêtaient leur terrain. Comme on les avait dans la poule, on faisait les 2 matchs chez eux, et du coup, eux, ils nous prêtaient le terrain. Et les Irak aussi nous a prêté le terrain, des fois, quand ils y jouaient à l'extérieur et que nous, on recevait, et puis voilà. Autrement, avec tous les clubs ici du Tour, on faisait les 2 matchs chez eux, quoi. Aller, retour, on faisait les 2 matchs chez eux. Et je crois que ça a duré 2 ou 3 saisons, l'histoire, ouais. Et après, finalement, on a réussi à monter un terrain. Là, pareil, c'est Albert Ferras, qui était président de la fédération à l'époque, nous a bien aidé parce qu'on a eu des subventions de la FFR. Et comme il était copain avec Brunet, le maire, tout ça et tout. Et puis voilà, une chose ou l'autre. Et puis le club, il s'est monté comme ça un peu à la fois. Et oui, mais Albert Ferras, c'est un type qui gagnait à être connu parce que moi, je le connaissais un peu comme ça. Ça le faisait rigoler aussi. Ça le faisait rigoler aussi, ces trucs-là. Quelque part, parce que ça secouait un peu le... Oui, je crois que on le faisait rigoler, quoi. Qu'il nous aimait bien. Quelque part, il nous aimait bien, voilà. Parce que je me rappelle aussi, une année, on est allé jouer un quart de finale ou 8e de finale contre Saint-Lô à Ruffec, on a le match, et ça faisait loin comme ça. Et là, pareil, il avait fait un truc, il nous avait fait avoir des subventions de la FFR pour payer le quart. Parce que comme c'était trop loin, nous, on n'avait pas d'argent, tout ça. Et il s'était débrouillé pour nous faire payer le quart par la FFR. Et même s'il était, bon, il était comme il était, Weber, mais après, ça le faisait rigoler, quoi. Ça le faisait rigoler un peu, je crois, et ça bougeait un peu le truc du rugby pour lui. Voilà. Non, mais il avait, comme tout le monde, mais il avait de très bons côtés. Et un homme de parole, je sais, comme ça. Et puis je crois que bon, ça le faisait rigoler qu'il y ait des énergumènes comme nous dans le rugby, quoi. Je pense que quelque part ça le faisait rigoler, et puis voilà. Et il nous a jamais mis un bâton dans les roues, au contraire. Il nous a toujours aidés. Pourtant, il était président de la FFR à l'époque, et on était des anciens du bon. Il savait un peu notre histoire quand on était à Agen, tout ça et tout. Mais ça le faisait rigoler. On a fait une minute de silence, et c'était pas 75, c'est pour les procès de Burgos, là. Et je sais, oui, qu'on avait fait cette minute de silence, là. Il l'avait pas mal pris. Je crois que d'un côté, ça l'emmerdait, mais ça lui plaisait aussi, ça, Weber. Je crois que des joueurs de rugby, quand même, parce que bon, nous, c'était pas un truc politique, c'était antifasciste, quoi. C'était, et
c'était quand même un type démocrate. Une fois, bon, on avait une réunion ouverte, j'étais parti parce qu'à l'époque, il y avait Michel Couturas qui entraînait pour Sainte-Marie. Il m'avait dit, je voudrais que tu viennes jouer pour Sainte-Marie. Et j'étais parti jouer pour Sainte-Marie, mais j'ai même pas fait toute la saison parce qu'à l'époque, j'avais trop de boulot et je pouvais pas. Puis là, bon, c'est des déplacements plus loin, tout ça. J'ai même pas fait la saison entière. Donc cette année-là, j'ai pas joué. Et après, j'ai fait des coupures, mais j'ai joué jusqu'à. Des fois, j'ai fait des coupures parce que j'avais un boulot qui me prenait beaucoup et j'avais besoin. Je pouvais pas être partout, quoi. Mais autrement, j'ai fait toute ma carrière là, quoi. J'ai même rejoué après, j'avais 40 ans passé avec Plantefolle en réserve comme ça pour. Voilà, autrement, c'est un bon souvenir. C'était une belle rigolade. C'était une belle rigolade et puis c'est bien. Oh, le seul truc, c'est qu'avec un minimum, parce que bon, on n'était pas sérieux, mais un minimum de sérieux, on aurait pu, je pense, s'entraîner un minimum, jouer à un autre niveau. Mais bon, moi, c'est le seul regret que j'ai, quoi, de ne pas avoir joué à un autre niveau. Mais après, de l'autre côté, c'était marrant. Puis bon, on allait jouer en Espagne, on est allé jouer en Italie, on est allé jouer en Belgique. Enfin, en Belgique, j'étais pas, moi. Mais en Italie, en Espagne, on est allé 4 ou 5 fois jouer là-bas. Du côté de Bilbao, là-bas, c'était la naissance du rugby là-bas. Et voilà. Bon, au départ, on était une bande de copains vraiment proches, comme ça. Après, il y a des gars qui sont arrivés, et c'est comme partout. Il y a des gars que tu aimais plus que d'autres, mais enfin, bon, dans l'ensemble, il n'y a jamais eu de gros soucis. Et il y a eu quelques chamailleries, des trucs comme ça, mais il n'y a jamais eu de. Voilà. Pour voir les gars qui venaient jouer au Caoulet, ils savaient un peu où ils allaient, quoi. Ils savaient que c'était pas un club pile comme les autres, quoi. Donc ils s'adaptaient plus ou moins bien, mais ils s'adaptaient, quoi. Toujours de très bons rapports avec Ignace, moi, parce que je le connais depuis toujours. Yon et Ignace, moi je me rappelle quand j'étais gamin, chez Garay, j'y mangeais 1 fois par semaine, quoi. Chez les parents, je connaissais Juan Cruz, le père, tout ça, famille Garay, moi on a été élevés ensemble presque. Voilà. À Veillon, on était au collège ensemble. Et puis voilà, puis Ignace, bon, il était plus trop là, il était à Fumel, mais je le voyais souvent, tout ça. Et non, j'ai toujours été des bons rapports avec lui, avec Ignace. Et à Veillon, on a toujours été très proches. Même si on se voit moins maintenant, mais gamins, on était toujours ensemble. À Veillon, oui, moi j'ai tout resté ici. J'habite ici depuis 35 ans, là, Saint-Romain, et je suis né à Saint-Nicolas, là, de l'autre côté de la Garonne. j'ai pas été bien loin. J'ai habité un peu en ville à Chêne et tout, mais enfin ici, là, à Saint-Romain, ça fait 35 ans que j'habite là. Et puis voilà, je pense que je vais finir là. Pour les matchs, on les jouait comme ça. J'ai pas trop de souvenirs de matchs. Si, de matchs qu'on a gagnés, qu'on n'aurait jamais dû gagner, et des matchs qu'on a perdus, qu'on n'aurait jamais dû perdre, ça, comme partout. Et après des histoires, ce qui arrivait souvent, c'est que l'arbitre et le capitaine venaient nous chercher, on était à table encore, nous autres. Quand on jouait à l'extérieur, le souvenir à la Capelle, c'était pour un match de coupe comme ça, où l'arbitre et le capitaine sont arrivés, on était au restaurant, on était en train de manger le dessert. Parce que bon, si le match était à 15h, on a jusqu'à 15h30 pour arriver. Et je me rappelle, on est arrivé au stade, bon, on avait fait un peu l'apéro et tout, on était un peu comme ça. Et on a dit, on va aller s'amuser, on va jouer, puis je sais pas, ça a voulu rigoler. On les avait battus chez eux à la Capelle, alors qu'ils étaient une division. Je crois qu'à la fin, ils se sont battus entre eux, les joueurs de la Capelle. Puis voilà. Après, d'autres fois, bon, il y a eu des matchs plus compliqués. Mais après, des mauvais souvenirs de matchs, non, pas trop. Il y avait des endroits où on n'aimait pas trop aller, comme Paysac, au fond de la Dordogne, tout ça et tout. On n'était pas toujours très bien reçus, ni bien aimés, mais enfin, bon, dans l'ensemble, ça se passait bien. Surtout avec les clubs autour, là, que ce soit l'Irak, ou de Coste, ou l'Irak, tout ça. Certaines familles, oui. Le père Lamotte nous suivait, tout ça, je me rappelle, le père Jacques Lamotte, là, sa sœur, tout ça et tout. Mais après, non. Moi, ma famille, non. Parce que, je dis, c'est peut-être arrivé ponctuellement qu'ils viennent voir un match comme ça, mais. Non, ils nous. Et dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble. Il y en avait quelques-uns qui venaient comme ça, mais dans l'ensemble. Si, quelques femmes de joueurs comme ça, ou les copines comme ça arrivait, quoi, mais. Après, les familles, non, j'ai pas souvenir. À part le père Lamotte, ça, c'est sûr. Le père Lamotte, parce qu'il s'occupait aussi un peu, il faisait un peu le soigneur, il faisait tout ça et tout. Mais après, de parents de joueurs, non, j'ai pas souvenir.
ponctuellement, qu'il y en ait qui viennent comme ça, mais des trucs, plutôt des amis, des trucs comme ça, que les familles. Ouais. À mon souvenir, et après, peut-être il y a des trucs qui m'échappent là, mais ça a été une belle rigolade. Bon, moi j'ai fait un peu. J'avais joué au hand un peu, à l'époque où j'ai joué au Caoulette, au hand, mais pas beaucoup comme ça. C'était l'équipe amicale à Gênes était montée en Aquitaine, et il leur fallait une équipe en départementale. Alors il y avait Jean-Louis Campistron, justement du Caoulette, il y avait Jean-Louis Campistron, Claude Gros-de-Mouche, Gilles Sicard et moi, on avait fait une saison au hand pour qu'ils aient une équipe en départementale, comme ça. Il y avait Guilleux aussi, Olivier Guilleux qui jouait. Voilà. Et on a fait qu'une saison. Voilà. Autrement, comme autre sport, moi après j'ai fait comme ça pour moi du VTT, des trucs comme ça, mais non, j'ai jamais été. Ouais, mais ce sont de bons trucs, parce que plus j'en parle, moi, à l'extérieur, et les gens ils me disent, mais ça, nous on fait pas, nous c'est plus, tu sais, bon, j'avais fait un article dans Rue Birama, là, il y a pas longtemps, sur, je sais pas quel c'était, sur l'affaire de Quercy, le capitaine de Montauban. Bon, une affaire qui n'est pas une affaire, parce que bon, ce qu'il a dit sur Fabien Galtier, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, et tout le monde l'a dit, quoi. Bon, bien évidemment, comme c'est un peu une grande gueule, une belle et grande gueule, et pour moi un beau joueur de rugby, bon, c'est sûr il connaît Fabien Galtier, puisqu'il a entraîné quand il jouait à Montpellier, Quercy à l'époque. Et donc j'avais fait un petit article, tu sais, un truc comme ça, et donc puis je m'étais un peu étendu sur l'AS Caoulé, tu vois, et je disais que bon, l'autonomie qu'on avait au début, c'est-à-dire en 1974, si tu veux, on l'a gardé inconsciemment, ce fonctionnement-là, parce qu'on n'est pas constitué en amical, on n'est pas constitué en association, on est constitué en rien. Et tu t'imagines, en 2025, il n'y en a pas un que tu as vu hier soir, et d'autres qui ne sont pas venus, comme Yon et d'autres qui malheureusement ont disparu. Il n'y en a pas un qui a eu l'idée un jour de poser la question, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait se structurer ? Pas un. Et ça fait quand même depuis 2006 que ça dure. Tu vois ? Ça fait 9 ans qu'on fonctionne comme ça. Tu vois ? Donc c'est dingue quand même, tu vois, ce qu'il y a encore dans notre conscient et dans notre subconscient, tu vois. Il n'y en a pas un qui a dit on va créer une amicale avec un bureau, avec un ci, avec un ça, et dans la continuité de notre fonctionnement du club, tu vois. Quand j'y ai pensé, j'ai dit putain quand même, mais attends, tu t'imagines ? Parce que on parlait de formatage, parce que les copains, ils n'ont pas été formatés comme ça. Alors je dis pas qu'ils soient anti-système, anti-structure, et puis à la limite, je m'en fous d'ailleurs, c'est pas ma question, c'est pas mon problème, mais tu vois, cette autonomie, alors bien évidemment, qui est recherchée à titre individuel dans un collectif, ça a toujours été ça quand même, tu vois. Bon, le collectif l'a toujours emporté chez nous sur l'individu, et ça c'est une évidence. Mais c'est pas pour ça, si tu veux, qu'on a laissé de côté tout ce qui était individuel, et surtout les problèmes individuels, parce que les problèmes individuels, on en a eu, hein. Et puis certains marre de café quand même, hein, tu vois. Et ça, je trouve ça, surtout aujourd'hui. Alors bon, je veux pas faire le vieux con, je veux pas faire le donneur de leçons, mais quand tu vois malheureusement les repères aujourd'hui, ils se perdent, quoi, hein. Donc on a encore gardé ces je sais pas, moi ça m'interpelle, ça m'interroge. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux de vivre ça encore en 2025. Et je suis sûr que, j'espère que non d'ailleurs, mais s'il y avait un méga problème, tu vois, au niveau d'un ami, d'un copain, enfin bon, on ne sait pas. Moi, je sais pas comment définir copain, ami, camarade, parce que, comme je te disais hier soir, c'est un tout.
tu vois, bon, pour moi, la camaraderie, je l'ai découverte à l'armée, parce que j'en ai chié dans les paras. Mais ça, bon, c'est normal, ils m'ont fait payer 68. 68, le fait que j'étais sursitaire et comme j'étais pas courageux, j'étais objecteur de conscience, mais inactif. C'est-à-dire que je voulais surtout pas que les flics. J'en avais un à la maison, hein, quand même. Hein. Enfin, je dis pas flic avec le respect que j'ai pour le pauvre papa, mais j'en avais un à la maison. Et je voulais pas que les gendarmes ils viennent me chercher comme objecteur de conscience, parce que à l'époque on faisait pas les kékés là. Hein, moi je me rappelle, j'avais des copains qui l'étaient, ils leur menaient la vie dure. Hein. Et quand ils arrivaient à les attraper, qui les envoyaient leur faire leurs 12 mois de service militaire, c'était comme moi, hein, on les envoyait pas au club méditerranéen. Hein. C'était dans les paras, c'était dans ci, c'était dans ça. Et puis là, je peux te dire que les mecs, moi, ils ont fini mon éducation. Hein. Et la véritable camaraderie, je l'ai vécue dans la difficulté, parce que bon, c'est vrai que on en a bavé. Et moi, je vois au niveau de la chambrée, il fallait surtout pas toucher un copain de la chambrée. Il se faisait exterminer. Hein. Et ça, je l'ai revécu. C'est pour ça que j'ai arrêté, quand je suis sorti de l'armée, j'ai arrêté très vite le foot, parce que je trouvais pas ça, cette solidarité, cette entraide, je le trouvais pas. Comme je disais hier soir, tu rentres dans le vestiaire, tu sais même pas si tu vas jouer dans l'équipe, et puis tu as l'entraîneur à la porte qui te dit numéro tant. Tu avais le maillot qui était accroché au porte-manteau, tu vois. Et c'est comme ça que tu savais, 1 heure avant le match, que tu allais jouer. Tu vois. Bon, je ne m'imagine pas ce type de fonctionnement à l'ESC ou le rugby. Tu vois. Oh, nous, d'ailleurs, on ne se posait pas la question, parce que des fois, on commençait à 12, on commençait à 13, donc c'était difficile, tu vois. Là, au moins, tu savais que quand tu étais au bord du terrain, ou pas trop loin du bord du terrain, que tu avais les chaussures, les godasses dans la malle, il suffisait, un short, c'était pas un problème, on trouvait des vieux shorts, les maillots, c'était pas un problème, il y avait que les crampons. Donc, je suis sûr que même, il y en a qui ont joué sans les chaussettes. Mais bon, tu étais là pour faire le 13e, le 14e, des fois le 15e. Bon, après, on a eu un peu plus de joueurs, de potentiel, ce qui fait qu'on était moins mouillés pour constituer une équipe à 15. Mais bon, tu savais que si tu venais voir jouer l'AS Kaolé Rugby, que tu avais une licence ou pas, eh ben, tu étais bon pour entrer sur le terrain, quoi. D'accord ou pas d'accord? Parce que tu t'imagines, tu dis ah non, mais pourquoi? Tu as peur ou quoi que ce soit? Parce que bon, maintenant le rugby a évolué, oui, mais les castagnes quand même, on en a pris quelques-unes. Hein, quand tu as des têtes comme tous les copains là d'hier soir, on parlait de Jean-Pierre Concio sur un terrain, malgré le physique qu'il a, il s'est jamais échappé. Moi, je l'ai jamais vu s'échapper sur un terrain. Mais alors, ce qu'on appelle jamais, que le mec il fasse 60 kilos ou 100 kilos, c'était pareil, tu vois. Donc, et puis on était moins protégé que maintenant. Bon, alors par contre, ça allait moins vite. Musculairement, qu'est-ce que tu veux, à part les premières lignes comme Garabos ou des trucs comme ça, qui travaillaient à l'extérieur, tu vois, qui faisaient des métiers difficiles. Bon, on était quand même physiquement, on n'était pas plantés comme sont les joueurs de rugby, de rugby aujourd'hui. Et tant mieux, parce que ça leur permet quand même d'être un peu plus protégés. Voilà. Je suis arrivé au Kaolé, ce qu'il y a c'est que déjà on se connaissait du fait que, bon, moi, Alain, il avait c'était le frère à ton papa, ou ton papa, qui avait une boucherie. C'était mon père, hein, mon père. Voilà, c'était, donc tu vois, mais rue Voltaire, hein, ouais. C'est-à-dire qu'on avait, la famille Garay habitait derrière à la mairie, au centre, c'est le centre culturel, je crois, où tu avais les pompiers. Bon, donc on habitait. Ils habitaient au-dessus de la Bonbonnière, les Garay, à l'époque. Donc c'était pas loin, hein. C'était pas loin. Et comme ils avaient un petit terrain de foot
on jouait au foot là-dessus, mais on avait quoi? On avait 9-10 ans. Et moi, pour aller, quand j'ai fini à Jasmin, après le lycée, moi je traversais la cour des pompiers. Donc on se retrouvait après l'école, on se retrouvait là à jouer au foot. Donc on s'est connus à Jasmin d'abord. Après certains ont continué au lycée ou au lycée technique où sont allés bosser. Donc, comme par exemple, Ignace a travaillé à l'usine. Et donc, et on s'est jamais perdu de vue, quoi. On a toujours gardé ce contact. Alors, pas exclusivement en jouant au rugby, mais dans des lieux, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque des lieux de vie qui malheureusement disparaissent, comme le Continental, comme le Café Foix, où on se retrouvait là, on jouait, à l'époque, on avait quoi? On avait 16-17 ans, et on allait voir jouer les emblématiques dirigeants du SU Agen aux cartes, les Ferras et les Basquets, et consorts. Et donc, comme on était chez nous, parce qu'on connaissait tout le monde, et le patron, les tenanciers nous connaissaient aussi, certains étaient d'ailleurs nos protecteurs, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, hein. Mais nous avaient à l'œil quand même, nous surveillaient un peu, parce qu'on était jeunes, hein. Moi, je me rappelle, à une époque, je passais plus de temps au Continental ou au Café de la Bourse qu'au lycée Bernard Palissy, hein. C'est pas pour ça, entre parenthèses, que je faisais des conneries, hein. Donc on peut très bien avoir une vie qui est pas toujours, je disais, bien disciplinée et ne pas nécessairement faire des bêtises. Donc on se retrouvait comme ça, et puis la plupart quand même jouaient au rugby, hein. Donc comme Alain, et en particulier au SUA, il y en a d'autres qui ont joué à Fumel, il y en a d'autres qui ont joué dans les clubs environnants, hein. Et puis ou Corpel qui a joué, qui était là hier soir, qui a joué à Cahors. Et puis comme vu l'état d'esprit et la mentalité et nos mentalités, c'était difficile de jouer dans des clubs, je dirais, assez structurés, où la soumission était la règle, hein, c'est-à-dire qu'ils le savent, parce qu'ils ont vu des entraîneurs quand même qui ont marqué l'histoire du SU Agen rugby, où c'était ça et pas autre chose. C'est-à-dire que tu n'avais pas le droit à la parole. Tu t'exprimais sur un terrain, mais tu n'avais pas le droit de t'exprimer verbalement, de donner tes opinions ou autre. Et quand on connaît les garçons, rentrer dans le moule, ce qu'on disait hier soir, être formaté, c'était pas du tout leur, non, pas du tout ça. Et donc, on a décidé. Un jour, mais je suis incapable de dire. J'ai été à l'Assemblée Générale, la première Assemblée Générale en 1974, au Café de la Poste. Jacques Feun, le patron, à l'époque, nous avait laissé. C'est devenu après notre siège. Voilà un peu notre siège social. Et on a pris la décision de créer un club, mais sans arrière-pensée. Je pense que moi, c'était par rapport à ce que j'avais vécu au foot. Eux, c'était par rapport à ce qu'ils avaient vécu au rugby. C'était de se dégager d'une certaine autorité sportive qui ne nous satisfaisait pas, et avoir effectivement notre indépendance et notre autonomie. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer le club de rugby, mais quand je dis sans arrière-pensée au niveau du fonctionnement, sans arrière-pensée politique. Et puis au fil du temps, c'est devenu effectivement un club, je dirais pas à part, mais un club particulier. Et c'est là où, à titre personnel, j'ai découvert des choses extraordinaires, comme oui, la camaraderie, la solidarité, l'entraide, que ce soit sur le terrain et surtout sur le terrain, parce qu'il fallait pas qu'il y en ait un qui en prenne une, parce qu'en principe, le coupable était châtié, parce que il y avait quand même de sacrés loulous, et puis qui n'avait pas peur de grand monde, qui s'échappait pas, et puis sur le terrain et aussi en dehors du terrain. C'est vrai que
le caoulet, c'est pas innocent hein, non plus. C'est-à-dire le choix du caoulet n'est pas innocent, puisque à l'époque la mairie c'était Brunet, monsieur Brunet, qui était communiste, hein, donc et après monsieur Marc Castelnerac qui a pris la suite. Ouais, pareil, hein, ça a été le PC, le Parti communiste qui était à la mairie du Caoulet, donc c'était pas innocent non plus, et c'est vrai que connaissant Ignace Garay et d'autres camarades, bon, ça a été facile de s'implanter au niveau du Caoulet, ce qui serait aujourd'hui impossible. Impossible. Bon, Fouleiron, hein, d'ailleurs, si on a gardé AS Caoulet Rugby, c'est pas le hasard, et qu'on n'a pas voulu garder le label AS Fouleiron Rugby. Bon, pour nous, ça ne nous parle pas, quoi. Pour nous, puis bon, quand on sait en plus comment est dirigée la mairie de Fouleiron et par qui est dirigée la mairie de Fouleiron, et surtout comment, je pense que ça aurait pas duré longtemps, quoi. Donc on a eu quand même cette chance-là d'avoir des élus qui nous ont d'abord entendus, écoutés et puis aidés. Parce que bon, il fallait pas nous attaquer, hein. Parce que là, Brunet, messieurs Brunet, parce que tout le respect qu'on leur doit, et Castelnerac, c'était quand même des fortes personnalités, hein. Donc ils s'échappaient pas, hein, eux non plus. Donc on a eu des terrains, un terrain propice quand même, hein, ce qui a fait qu'après, il a bien fallu fonctionner. Donc fonctionner comment? On a découvert ce qu'était l'autogestion. Voilà. Et si je ne me trompe pas, on était le seul club en France, et je pense qu'on a toujours été le seul club en France, et on pourrait dire, on est toujours le seul club en France géré, autogéré. Voilà. Le Stade français a essayé pendant 6 jours, et puis au bout de 6 jours, ils ont étouffé, quoi. Je me rappelle quand ils avaient des problèmes de staff à l'époque, rugby professionnel, ça m'avait fait sourire. Mais je dis sourire, mais c'était un peu, c'était ironique, hein, que ces gens-là parlaient d'autogestion. J'ai dit, mais quoi, les mecs, ils savent pas ce que ça veut dire, autogestion. L'autogestion au Stade français, je suis désolé, mais bon, non. Alors oui, parce qu'ils s'entraînaient peut-être tout seuls. Oui, mais nous aussi, on s'entraînait tout seul. Bon, les entraîneurs. Quand on s'entraînait, mais on a toujours changé d'entraîneur, c'était jamais le même, avec quand même, bon, il faut reconnaître, on avait la chance d'avoir des bons joueurs de rugby, comme Ignace Garay, comme Martin, Francis, c'était Francis, c'est son prénom, Francis Martin, bon, c'était des joueurs qui ont joué en première division à l'époque, puisque bon, que jouaient à Funel, bon, et si tu veux, bon, c'est eux qui nous entraînaient, quoi, hein, bon, au niveau des basiques, voilà, au niveau des basiques. Après, on a eu la chance d'avoir des garçons comme Claude Crodemouche, qui était un excellent, qui était un excellent joueur de rugby, un teigneux, un têtu, un morpion, et qui est malheureusement qui est parti trop vite dans des conditions épouvantables. Mais c'est voilà, donc il prenait la responsabilité d'encadrer l'équipe. Alors quand il y en a un qui était là, c'était lui. Quand il y en avait, on avait toujours la matière, parce qu'on avait la chance d'avoir effectivement pour moi d'excellents joueurs de rugby, et sur le plan technique, comme par exemple Henri Cazobon qui est venu faire quelques piges avec nous, donc on a eu cette chance-là, quoi. Et puis au niveau du bureau et du président du club, puisque la fédération, bien évidemment, voulait quelque chose de très rigide, de très structuré, donc sur le papier, on avait un président, un secrétaire, un trésorier, bon, ce qui était le fonctionnement normal d'une association, d'un club, mais c'était sur le papier. C'est-à-dire que le président, il n'avait pas plus d'autorité que X ou que Y. Donc ça a été un coup Ignace Garay, ça a été un coup John Garay, ça a été un coup Jean-Pierre Costio, ça a été un coup... Bon, donc c'était comme ça. Et une assemblée générale, c'était pour manger.
c'était pour manger, pour passer un bon moment, pour savoir si on continuait dans avec le même état d'esprit, la même mentalité, et on changeait de président à l'Assemblée générale. Voilà. Donc, alors en principe, c'était celui qui, pendant 1 heure, s'absentait, qui était élu président. Voilà. Donc, il ne fallait pas l'épicer. Parce que, ouais. Celui qui s'absentait à l'Assemblée générale, en principe, il y avait droit. Hein. Il y en a qu'un qui a été nommé 2 fois. Oui, j'ai fait 2 ans, oui. Exact. Oui, parce que quand on a joué à Côte de Coste, oui, ma mère nous avait fait un repas, on avait mangé, tu étais là qu'on avait mangé chez. Voilà, comme j'étais président, ma mère nous avait fait souper le soir, là. Alors il m'a dit, comme on mange bien chez toi, on te remet 1 an de plus. Non, et puis ce qu'il y avait, c'est qu'en plus, il y avait les parents de joueurs, de certains joueurs. Bon, là, Alain parle de sa maman, mais bon, il y a eu la famille Lamotte, il y a eu. Bon, qui nous ont suivis et qui ont participé à la vie du club et qui ont même bien participé parce que il fallait quand même quelqu'un pour l'infirmerie, quelqu'un pour porter les citrons, pour couper les citrons. Alors c'est vrai qu'on avait un entourage aussi de supporters qui avaient le même état d'esprit que nous et qui nous suivaient, même en déplacement. Alors bon, c'était pas des grands déplacements, hein, ça, c'était sauf quand on jouait les phases finales, hein, mais c'était au niveau d'Ordogne à Lot-et-Garonne, hein, puisqu'à l'époque ça s'appelait le Périgord, et je pense que ça s'appelle toujours le Périgord agenais d'ailleurs. Hein. Donc on a eu cette chance-là d'avoir aussi des gens qui nous ont suivis. Ça avait pas de prix, quoi, hein, parce que bon, nous on jouait, mais en plus on était occupés à d'autres. Bon, il fallait nettoyer les vestiaires, il fallait faire aussi remplir. Ça paraît rien quand c'est pas toi qui le fais, mais remplir les feuilles de match, aller voir l'arbitre. Aller voir le délégué, aller voir ci, aller voir ça. Donc c'était toujours puis organiser aussi certains déplacements, parce que bon, c'était pas et tout ça s'est fait. Enfin, moi, j'ai vécu le début, la création du club en 74. Je suis parti donc après la finale du championnat de France. Donc c'était 3e série en 86. J'ai arrêté en 1987. Voilà. Donc et ce fonctionnement-là n'a jamais couiné. C'est-à-dire que ça a été un long fleuve tranquille. Bon, après, bien évidemment, bon, il y a eu toujours dans une association, dans un collectif, bon, il y a eu des problèmes individuels, bon, mais qui ont toujours été gérés par le collectif. C'est-à-dire que bon, c'est le collectif qui prédominait, on respectait les individus, mais il n'y a jamais eu de problème. Alors il y a eu des problèmes d'individu à individu, mais qui a toujours été géré et traité par le collectif. Et ça c'est extraordinaire. Et comme quoi, quand même, moi j'ai arrêté en 1987. De jouer au rugby. Bon, j'ai toujours gardé un œil sur le club, mais après j'avais fait le choix carrément d'arrêter, quoi, hein, c'est-à-dire bon, de pas m'investir. Bon, bien évidemment les copains qui à l'époque, parce qu'il y a la plupart après de ce que tu as vu hier soir, ont arrêté dans les années 2000, quoi, hein. 2001, 2002, ça n'a pas été bon, à part René Tasteir, Michel Simounet, qui ont essayé de faire perdurer cet esprit sportif et humain, parce que l'aventure humaine a été aussi importante que l'aventure sportive. Et on voit quand même qu'on ne s'est pas trop trompé, parce qu'elle continue en 2025. Bon, avec ce que tu as vécu hier soir, bon, qui a été une excellente idée, parce que bien évidemment, quand on est arrivé dans les années 2000 et en plus, bon, 2010, pire 2020. Bon, vu nos âges, on a quand même perdu pas mal de camarades en cours de route. Et quand je dis pas mal de camarades, je me suis permis de comptabiliser quand même les copains qu'on a perdus en cours de route. Il y a 3 équipes de rugby. On peut faire aujourd'hui 3 équipes de rugby. Depuis le premier qu'on a perdu, je me rappelle plus de son nom, c'était Minet, hein,
Quel était son nom Jean-Jacques Piot. Jean-Jacques Piot. Jean-Jacques Piot qui est parti, il avait 30 et quelques années. À peine. Très jeune, 30 ans. Ça a été le premier. Enfin, moi, ça a été le premier qu'on a perdu. Et puis après, bon, ça s'est enchaîné, quoi. Et donc, quand on arrive maintenant à nos âges, entre 70 et 80 ans, puisque le doyen était hier soir avec nous, Jackie Cargentin, c'est notre doyen, 80 ans. Il va faire 80 ans là, je crois. Et donc, ben oui, ça fait partie de la vie. Mais on a, oui, 3 équipes de rugby. On pourrait constituer aujourd'hui 3 équipes de rugby. Donc, et comme on se voyait que pour les enterrements. Il y en a un qui a, moi je me rappelle, c'était à la sortie de l'église, je crois que c'était Sainte-Fébane, après l'enterrement de Ignace Garay. Il y en a un qui a dit, mais bon, vous en avez pas marre là, les copains, de se voir que pour les enterrements des camarades et des amis. Ouais, c'est vrai que bon, si éventuellement on essayait de voir comment on pourrait se voir un peu plus souvent. Et c'est là où est venue l'idée de l'organisation des repas. Donc, bon, toujours pareil, il faut essayer de retrouver des copains qui sont un peu disséminés, non pas dans toute la France, quoique, bon, notre ami Rochette, qui était journaliste à l'équipe, à l'époque, travaillait à Paris, à Libération. Il était à Libération. Il travaillait à Paris. Bon, donc, oui. Et puis, on a retrouvé ces copains-là. Certains se sont investis pour retrouver ses copains, avoir leurs coordonnées, et c'est comme ça qu'on est arrivé donc à la liste qu'on a aujourd'hui, qui s'amoindrit du fait qu'il y a quand même des amis qui ont malheureusement disparu, mais enfin bon, tu l'as constaté hier soir, hein, 30 participants au repas sur une liste de, je crois qu'aujourd'hui on doit être 56 répertoriés. Bon, je trouve quand même que c'est bien. C'est bien, et on se voit aussi pour passer un bon moment ensemble, pour refaire le monde, plus le monde rugbyistique que le monde politique, parce que bon, ça c'est un travail surhumain, mais on a gardé quand même cet état d'esprit, et puis on a gardé, bon, malgré nos points de divergence, parce que bon, politiquement, on n'était pas tous sur la même longueur d'onde, hein. Bon, il y avait une majorité extrême gauche à l'époque qui était la LCR. Après, on avait des copains du Parti communiste, on avait des copains du Parti socialiste, on avait des copains qui étaient ancrés à droite, et même certains peut-être au-delà de la droite traditionnelle, mais ça n'a jamais, et Alain est là pour le confirmer, ça n'a jamais créé des problèmes majeurs. Jamais. Et pourtant, on n'était pas facile, hein. Parce que moi, mon mentor sur le plan politique, sur le plan rugbyistique, ça a été Ignace Garay, puisque bon, on est né en 1950, donc on s'est suivi pendant de nombreuses années. Bon, sauf que lui, il est allé travailler à l'usine. Moi, j'ai essayé de poursuivre les études. Ça n'a pas été long. Et donc après, bon, je suis rentré dans la vie professionnelle, mais ça a été mon mentor sur le plan rugby, et ça a été mon mentor sur le plan politique, puisqu'après, bon, on s'est suivi pendant pas mal d'années, et sur le plan politique et sur le plan syndical, on s'est suivi quand même pas mal d'années. Donc ça a été, je pourrais dire, mon formateur. Voilà. Et pour qui j'ai toujours eu beaucoup de... On n'était pas non plus toujours d'accord, hein, bien évidemment, mais pour qui j'avais beaucoup de respect. Voilà. Donc, globalement, et l'aventure que j'ai vécue et que je continue à vivre dans ce sport-là, qui est un sport très, 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 très particulier, où tu ne peux pas t'échapper. Que ce soit nous, quand on l'a vécu, ou quand eux, ils l'ont vécu à l'école de rugby du SU Agen, c'est un des rares sports
avec le hand, si je peux me permettre de faire des comparaisons, où tu peux pas t'échapper. C'est-à-dire que là, tu es sur le terrain, là, et s'il faut que tu y ailles, eh ben, tu dois y aller, quoi. Parce que ça se voit. C'est trop voyant, quoi. C'est trop flagrant. Alors que dans d'autres sports que je ne voudrais pas citer, parce que je veux pas les dénigrer non plus, c'est plus facile. C'est plus facile d'éviter certaines choses. Et puis la solidarité au rugby, c'est pas un vain mot. C'est ancré dans le marbre, quoi. Là, tu peux pas. C'est marqué, c'est comme ça. Alors, nous, on l'a vécu sur le terrain et en dehors du terrain. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus marqué sur le terrain, et je pense un peu moins, même si je ne suis pas dans le microcosme, hein, mais c'est moins marqué. Bon, mais ça, c'est l'évolution de ce sport-là qui a voulu ça, quoi, hein. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je ne me permettrai pas de porter de jugement. Moi, ce que je sais, c'est qu'à notre époque, c'était bien. Et aujourd'hui, ben, je sais pas. Je sais pas. Mais je pense malgré tout, toujours pareil, sans être donneur de leçons, qu'il y a quand même des valeurs qui ont disparu, quoi. Que nous, on a connu, qu'on a vécu, qu'on a créé. Et malheureusement, le rugby du 21e siècle a laissé échapper quand même quelques valeurs. Elles existent toujours, hein, mais elles sont moins prégnantes qu'elles ne l'étaient à notre époque. Bon, voilà, mais c'est normal parce que les structures sont c'est maintenant un club de rugby, c'est une entreprise, hein, bon, qu'on le veuille ou non, hein. Mais ça, par contre, dans le milieu, il y en a qui n'ont pas compris encore que c'était bon, je veux bien qu'on parle de club de rugby, mais c'est surtout avant tout une entreprise, hein, parce que bon, le financier a quand même grignoté pas mal le domaine sportif, ouais. Donc, mais je peux pas. On en a discuté entre nous avec des garçons comme Alain Plantefol, Henri Casebon, qui ont vécu non pas le professionnalisme, mais qui étaient dans l'antichambre du professionnalisme. Et il disait aussi, je sais pas, on peut pas dire si c'est une bonne chose. Enfin, c'est pas que c'est une bonne chose, mais que le rugby a évolué par rapport à ce que nous on a connu. Bien sûr qu'il a évolué. Parce que la préparation physique, la préparation mentale, l'encadrement, les staffs sont totalement... Maintenant, ce sont des professionnels. Bien sûr qu'il a évolué, mais est-ce qu'il a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Moi, j'ai jamais, avec les gens avec qui, des connaisseurs de rugby, plus connaisseurs que moi, hein, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit c'était mieux avant, c'était mieux maintenant. C'était plus nuancé. C'était beaucoup plus nuancé. Par contre, il nous disait, nous aujourd'hui, on jouerait en professionnel, on durerait 5 minutes, hein, sur un terrain. Alors pour tout un tas de raisons. Parce qu'à l'époque, c'était quand même, tu te faisais respecter physiquement, même si aujourd'hui c'est le cas aussi, ils sont mieux préparés, mais tu peux plus te permettre les matchs à Agen-Béziers qu'on a connus, ou à Agen-Narbonne qu'on a connus, ou à Agen-Bayonne qu'on a connus, ça c'est terminé, quoi. Puis on le voit aujourd'hui, hein, bon, ça se passe bien, et je dirais c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour les jeunes qui veulent faire ce sport qui est quand même très compliqué, très difficile. C'est tant mieux pour les spectateurs et c'est tant mieux pour les joueurs aussi. Parce que bon, heureusement que dans ce domaine-là, oui, ça a évolué. Mais parce que les règles très 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 compliquées, hein, parce que c'est quand même avec le basket. Je parlais du hand tout à l'heure sur le plan physique, la comparaison, mais avec le basket, c'est quand même, ce sont des règles quand même qui sont très très complexes, hein. Donc les règles ont évolué et aujourd'hui, bon, mais tant mieux qu'on parle de protection des joueurs de rugby, c'est bien, même si on baigne dans l'hypocrisie totale. Mais ça, bon, quand derrière t'as du financier, il faut pas se leurrer, quoi, hein. Donc on est en total, moi j'appelle ça l'hypocrisie institutionnalisée,
et on y est en plein, quoi. Voilà. Et j'ai peur que malheureusement, un jour, je ne le souhaite pas, mais il se passe quelque chose sur un terrain du rugby qui peut-être nous feront prendre conscience de la gravité de certaines situations sur un terrain de rugby, quoi. Ils en ont conscience, hein, parce que je ne veux pas non plus faire le prêcheur, hein. Tout le monde en a conscience, mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Bon, alors ils ont le protocole commotion, ils ont inventé des dispositifs qui font que c'est bien. Mais dans 50 ans, un gamin qui a commencé à jouer au rugby, comme aujourd'hui en professionnel, à 18, 19, 20 ans, on le voit avec les jeunes du SU Agen à Valence-Roman, ils ont fait quand même rentrer des gamins de 19, 20 ans, s'ils jouent au rugby pendant 10 ans encore, 10 ou 15 ans à ce niveau-là, moi je veux savoir dans quel état physique ils seront à 50 ans. Voilà. Moi c'est mon inquiétude. On a des exemples dans notre sport qui démontrent qu'il faut qu'on soit très prudent. Alors les solutions, moi je n'ai pas la prétention de les avoir, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le rugby se développe sur le plan économique, le rugby se développe sur le plan sportif. Il y a de plus en plus de spectateurs. Donc ça démontre bien quand même que c'est un sport attractif. C'est un sport attractif. Et qui est très prisé par les jeunes. Bon, pour tout un tas de raisons, hein, mais bon, ça allait aussi bien au foot, ça allait aussi bien au basket. Quand on voit les joueurs phares, bon, qui ressortent un peu, bon, ce sont les porteurs médiatiques de leur sport, et ce qui incite les jeunes à venir faire ces sports-là, s'inscrire dans ces sports-là, dans ces démarches-là. Mais il faut être très prudent quand même. Voilà. Donc ravi d'avoir vécu une aventure sportive humaine à l'AS Kaoulé Rugby, et très ravi de la poursuivre différemment. Voilà. Mais c'était dans nos gènes. Il n'y a jamais eu de débat. Il n'y en a jamais eu de débat. Comme on venait tous de structures assez fermées, très autocrates, au jour d'aujourd'hui, ça surprendrait personne, mais à l'époque, quand même, dans les années 70, donc c'était après les événements de 68, pour nous, c'était pas concevable. C'était pas concevable. Nous, l'autorité, on s'en foutait de l'autorité. On ne voulait pas qu'il y ait un pantin en haut qui nous dise « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». On le vivait à l'école. Certains l'ont vécu dans nos familles respectives, parce que le patriarcat, on a vécu ça quand même. Et donc, et on voulait pas dans un contexte sportif, on voulait pas vivre ça. Donc ça s'est fait, mais alors ça s'est fait tout naturellement, quoi. Comme on disait hier soir, l'entraide financière, il y avait toutes les couches sociales qui étaient représentées. Ça peut paraître paradoxal au niveau du club de l'AS Kaoulé Rugby, mais on avait des chômeurs, on avait des gens, des étudiants, on avait des gens qui travaillaient à l'usine, on avait des patrons. On a même eu un joueur, et Dieu sait s'il a été courageux à une certaine époque, parce que on a eu des manifestations qui ont eu un impact médiatique, en particulier par rapport à ce qui se passait au Pays Basque espagnol. On a eu un copain qui travaillait quand même aux renseignements généraux, qui a manifesté avec nous à l'Irak, je me rappelle, lors du début du match, puisqu'on a fait une minute de silence. Donc on a eu des patrons, on a eu des artisans. Bernard Monteau, que tu connais, ça a été un artisan. Donc on a vu toutes les couches sociales étaient représentées. Et quand il fallait mettre la main à la poche pour tout un tas de raisons, parce qu'un copain avait des problèmes financiers, il fallait qu'il mange, parce qu'on en était arrivé là quand même. On l'a pas découvert au 21e siècle, hein.
Malheureusement, les situations économiques et financières que nous connaissons dans certains ménages existaient aussi à cette époque-là. Et quand on allait manger après le match, qu'on allait casser la croûte et passer une troisième mi-temps souvent très animée, on laissait personne au bord de la route. On ne voulait pas entendre quelqu'un dire « je ne viens pas parce que je ne peux pas payer le repas ». Ah, ça, c'était interdit. Ah, c'était interdit. Donc, il venait, il commençait par l'apéro avec nous et il finissait après le repas avec nous. Voilà. Donc ça, et puis il y a des copains qui ont eu besoin, qui ont fait appel au secours, parce que financièrement, ils étaient en difficulté, en particulier nos camarades chômeurs, et puis d'autres. Parce que la vie est difficile aujourd'hui, mais elle n'était pas facile malgré ce qu'on pouvait dire les 30 glorieuses. Elle a été difficile pour certaines personnes aussi, pour certaines gens. Et c'est là où tout le monde a joué son rôle, quoi. Donc ça, le financier n'a jamais été. On raclait les fonds de tiroir pour payer l'affiliation à la Fédération française de rugby, pour payer les licences, puisque c'était les joueurs qui payaient les licences. Quand il fallait acheter les maillots, c'était le collectif qui achetait les maillots. Voilà, donc il nous fallait 4, 5, 6 jeux de maillots. Et les shorts, c'était pareil, les chaussettes, c'était pareil. Au début, chacun venait avec son équipement. Ça faisait assez barbarian, d'ailleurs, entre parenthèses, les maillots noirs, les shorts noirs, les shorts blancs, les shorts bleus, les chaussettes, pareil, avec de nos anciens clubs. Après, on a réussi un peu à uniformiser tout ça, donc il a fallu passer à la caisse, hein. Donc il a fallu acheter les équipements, les shorts, les chaussettes et les maillots, mais ça n'a jamais le côté financier. C'est pour ça que on sourit, parce que quand on voit aujourd'hui la mentalité de certains clubs et l'état d'esprit de certains clubs, là aussi c'est pareil, mais à notre niveau, hein, c'est-à-dire pas au niveau professionnel. Oui, on vendait les calendriers, on fabriquait nos calendriers. Ah ouais, on fabriquait nos calendriers. Je dirais pas comment, et je dirais pas qui, parce que je veux pas que même s'ils sont plus en activité, que ces copains-là et camarades et amis, non, ils n'auraient pas de problème. Mais on les fabriquait nous-mêmes et on allait les vendre pour se faire des sous. Donc on restait pas les mains dans les poches en attendant que ça vienne. Non. Bon, par contre, on n'a jamais eu l'idée, parce que c'était pas dans notre mentalité, d'organiser des lotos, d'organiser des ci, d'organiser ça. Non. On vendait nos calendriers. Et puis, on avait quelques mécènes qui de temps en temps venaient à notre secours. Comme, il faut quand même, je peux pas ne pas en parler, mais un monsieur comme Jacques Fun, le patron du Café de la Poste, qui est toujours bien là et qui est toujours présent d'ailleurs, et Dieu sait si on est heureux de savoir qu'il est encore en bonne santé, même si, vu son âge, 95 ans, hein, 93 ans, il est toujours en vie, et ça a été aussi un des comment dirais-je, un des piliers du club, parce que le Café de la Poste était notre siège social. Je me rappelle quand on avait quelques problèmes, parce qu'on était morpions quand même, hein, on l'est toujours, même à nos âges, mais à l'époque on l'était encore plus, c'était lui qui venait faire ou le père Fouettard, parce que il m'a donné quand même quelques leçons de temps en temps, mais qui était là comme un père de famille, quoi. C'était notre deuxième papa, quoi. Quand on avait des emmerdes, et moi j'en ai eu, et qui c'est que j'allais voir? Jacques Fun, et il te trouvait toujours la solution, parce que sur le plan humain c'était un monstre d'humanité. Sur le plan financier, il comptait pas. Non, je te donne, fils. Non, il n'est pas question que tu donnes. Non. Ok, tu m'aides, mais il y aura le retour. Ça c'est certain. Et jamais, je fais partie de ceux qui ont eu quelques petits soucis. Et Dieu sait que quand j'allais frapper à la porte de chez Jacques Fun, c'est toujours ouverte.
Ah oui, ben, je parle de moi et je parle d'autres. Donc oui, et ça fait plaisir quand même que de voir que ce grand monsieur est encore parmi nous à 93 ans. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais il a été un des piliers, oui, un des piliers et un de nos mécènes. Parce que bon, moi je me rappelle, quand les bouteilles de Ricard, tu avais 3-4 bouteilles de Ricard qui étaient alignées sur le comptoir, les verres qui étaient là, et pim d'un côté, pim de l'autre, et à la fin, combien te doit Jacques? Et on faisait les poches. Alors bien évidemment, il nous faisait jamais payer la totalité de ce qu'on consommait, quoi. Voilà. Donc, et puis t'en avais qui plaisantaient pas, hein, des gars de chez nous, là, je les cite pas, mais quand il fallait payer, tu payais. Tu vois, t'as des ronds commandés, mais on payait. On partait pas comme des morpions en courant. De toute façon, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait jamais fait ça avec Jacques. Et avec Jacques et avec d'autres, hein, parce que Daniel Merle, qui était le restaurateur, comment ça s'appelait, du restaurant du Caoulet. Je me rappelle pas, qui est toujours en activité d'ailleurs, hein, le restaurant est toujours en activité. C'était Daniel Merle qui vient de temps en temps au repas, qui le tenait, et il nous a aussi, ça a été, oui, on peut dire, peut-être pas au même niveau que Jacques, mais ça a été un des piliers. Un des piliers. D'ailleurs, la preuve, c'est que bon, Jacques ne peut plus vu son âge maintenant, mais Daniel vient de temps en temps participer au repas. Mais on lui en a fait voir, hein. On lui a même repeint, je me rappelle, j'en faisais partie, je crois qu'Alain y était, il y avait Jackie Lamotte, il y avait Para, on lui a repeint la salle de restaurant quand même, hein. Après une troisième mi-temps très animée. Même lui ne croyait pas qu'on était capable le lendemain de venir, et on lui a repeint la salle de restaurant. On lui avait mis dans un état pas possible. Et ça, il faut quand même l'accepter, hein. Il faut alors bon, oui. Il avait, si je peux me permettre l'expression que j'aime pas trop, mais j'en trouve pas d'autres, il avait un retour sur investissement, hein, aussi, parce que quand on y allait manger avec les équipes adverses, que ce soit avant le match ou après le match, les apéros, c'était à 18h jusqu'à 2-3 heures du matin, hein. Donc là, le tiroir 15, ça tournait. Mais il nous le rendait bien. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que bon, il a fait partie des mécènes, oui, on peut le dire. Voilà. Donc, et de voir que ces gens-là, ils sont toujours là, ils sont toujours présents avec nous. Peut-être malheureusement pas toujours physiquement, mais au niveau de l'esprit. Et ça c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà.